On va prendre, si vous voulez bien, 5 minutes de réaction. Je précise quand même, et ça a été vraiment transversal dans vos deux interventions, et on le dit souvent à l'espace éthique, il n'y a pas de bonne conduite sans bonne pratique. Et donc, très souvent, les questions éthiques ou dites éthiques émergent lorsqu'il y a carence de réflexion sur les pratiques, et notamment carence de communication au sein d'une équipe. Donc, prenez déjà ce point. Nous, depuis quand même quelques années, on a vu que des questions dites éthiques, il y en a très peu. Prenez aussi en considération, et je trouve que c'est tout à fait important ce qu'a dit Fabrice, soit on fait de l'éthique a priori, qui serait aussi assez principiste, soit on fait de l'éthique a posteriori. Et je crois que lorsqu'on est des professionnels engagés sur le terrain, un retour d'expérience sur les pratiques du point de vue de l'éthique est tout à fait important et salutaire, puisque c'est comme ça qu'on va développer une culture, ne serait-ce que, et ça a été aussi dit, l'éthique, c'est de la parole partagée d'une certaine manière. C'est à la fois de la parole partagée, c'est de l'intelligence partagée, et ensuite c'est de la responsabilité partagée. Donc pour vivre ces temps de l'éthique, TEMPS, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Ça veut dire aussi que dans les choix institutionnels, non pas on crée une structure d'éthique, mais on crée des conditions pour un temps de la délibération éthique. Et on le voit beaucoup dans toutes nos réflexions aujourd'hui, c'est le temps qui fait le plus défaut. Donc comment on va hiérarchiser à un moment donné, parce qu'il y a une situation dont on justifie l'importance du point de vue des conséquences qu'elle peut avoir, on va prendre le temps de la réflexion, le temps de la concertation. Et une décision éthique, ça s'élabore, ça se construit, c'est pas uniquement dans l'immédiat. Et d'autre part, et on ne va pas rentrer dans la finesse, tout ça pour dire que c'est important aussi qu'une équipe adhère à une décision, mais pas que l'équipe, que la personne la plus concernée y adhère aussi, ce qui n'est pas évident a priori. Donc il y a tout un temps pour qu'une dynamique se mette en place dans la concertation. Il est aussi important de prendre en compte les proches. Il y a l'acceptable et l'inacceptable. Et ce qui est acceptable à un moment ne le sera peut-être pas un peu plus tard. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments à prendre en compte. Quand vous abordez, et on ne va pas détailler tous les points d'éthique tels qu'on pourrait les aborder dans une université d'été, mais l'anticipation. Est-ce qu'on doit tout anticiper? Voilà aussi une question qu'on peut se poser. Souvent, toutes les décisions sont prises au niveau d'une espèce de précaution qui va être l'élément supérieur. Tout à l'heure, on va entendre les juristes. Est-ce que l'éthique, c'est pas aussi la capacité de prendre des risques, d'improviser, de ne pas être uniquement obnubilé par le pire, et de dire il y a aussi du meilleur encore à préserver, notamment dans les arbitrages et dans les choix. Donc vous voyez à quel point on est dans des situations complexes, et j'ai retenu également de ce que dit Fabrice, ramenons les choses à des considérations simples, mais ce qui est de plus en plus difficile dans un contexte quand même de protocolisation des pratiques, voire de judiciarisation des pratiques. Parce que nous, faire de l'éthique ici au ministère de la Santé au mois de juin avec le soleil et tout, c'est une chose. Mais les unes et les autres, vous êtes sur le terrain et vous avez des contraintes, vous avez des demandes, vous avez des exigences, avec un certain nombre aussi de dilemmes, parce qu'il y a contradiction entre ce que les personnes veulent et ce que l'on peut. C'est là où Paul Loup disait qu'il y avait une dimension politique. Puis le dernier point que je retiens, je pense qu'il y a une dimension de pluralisme. Donc de la même manière qu'on nous parle en termes politiques de concertation, de débat, il faut créer les conditions du débat éthique et ne pas uniquement le limiter à des professionnels entre eux. C'est-à-dire l'esprit d'ouverture, l'esprit critique. Il n'y a pas finalement d'éthique sans être dans l'esprit critique, c'est-à-dire l'intelligence, c'est une intelligence qui se cultive. C'est-à-dire vous n'êtes pas intelligent seul. Donc comment associer la diversité des points de vue et avoir comme préoccupation centrale, et dans tous les textes d'éthique aujourd'hui, c'est quand même l'intérêt supérieur de la personne. Ce n'est pas l'intérêt supérieur de la pérennité d'une institution, même si c'est aussi important que l'institution soit pérenne, si elle veut prendre en compte l'intérêt supérieur de la personne. Alors je ne vais pas rentrer dans la complexité, mais je trouve que cette introduction a été très bien présentée à travers deux regards, pour vous dire à quel point vous êtes au cœur de métiers, d'activités ou d'engagement ou de responsabilités ou de vécu pour les personnes malades qui nécessairement questionnent le sens de la vie, le sens de la décision, en quoi quelque chose est préférable, en quoi on est prêt à renoncer à ceci plutôt qu'à cela. Et ce que nous, on voit sur le terrain de plus pertinent aujourd'hui, c'est un enjeu quand même fondamental. C'est comment survivre à une décision, mais surtout comment survivre à une indécision. La plus grande des difficultés aujourd'hui, c'est les situations où on a l'impression qu'on est dans l'indécidable. Et la situation se complexifie. On ne sait plus qui est qui, quelle est l'autorité qui, à un moment donné, sera en capacité d'arbitrage. Et c'est là qu'on rentre vite dans les négligences et qu'on rentre vite, probablement, souvent,
dans des situations un peu, alors je dirais c'est un mot qui vous paraîtra extrême, mais que vous ressentirez aussi une certaine forme d'arbitraire, pour ne pas dire de barbarie. Dernier point par rapport à ma petite jonction, à la suite des 2 propos qui ont été tenus, mi-août prochain, on célébrera, le terme n'est peut-être pas le meilleur, les 70 ans du Code de Nuremberg. Et quand tu viens d'intervenir, Fabrice, en disant on parle beaucoup de l'éthique d'en haut, des grandes questions de conscience, etc., il ne faut pas oublier que le Code de Nuremberg, c'est août 1947, quelques mois avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est l'expression éthique, d'une conscience éthique, médicale, mais pas que médicale, à la suite de la Shoah. Donc, à tout moment, quand nous, on aborde les questions d'éthique, et on y pense au domicile, par rapport au domicile qui est un lieu, quelquefois, c'est la boîte noire, alors que souvent, l'établissement, il y a de la transparence, il y a la concertation, bref, c'est beaucoup plus ouvert, contrairement à ce qu'on dit. Quelquefois, l'établissement, et très souvent, a des valeurs qu'il porte, a une culture quand même de l'échange, de la discussion et de l'arbitrage, alors qu'au domicile, on est quelquefois souvent dans l'arbitraire. D'où l'importance, et je termine sur ce point, non pas pour faire plaisir à Michel Canet, mais avec l'équipe, on trouve que si vous le lisez, vous n'êtes pas obligé de le lire ce soir quand vous rentrerez chez vous dans votre chambre d'hôtel, mais le plan MMD est un plan quand même qui est très éthique dans les questionnements et dans les différentes mesures qu'il a, j'allais dire, identifiées. C'est-à-dire, il y a tout un ensemble de questions, quelquefois considérées comme négligeables, secondaires, qui ont pris une certaine forme de solennité. Et je pense que dans un plan de santé publique, le fait d'avoir identifié des questions, comme c'est le cas dans le plan Alzheimer, notamment la question du domicile, qui est une question un peu négligée jusqu'à présent, la question de la personne dans ses choix, et pas uniquement de la personne vue, excusez-moi, comme on a eu un petit débat tout à l'heure, en tant que patient malade, mais une personne qui reprend le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire qui veut écrire l'histoire de sa maladie et qui veut être partie prenante de la décision. Tout ça, c'est dans le plan, à travers tout un ensemble de dispositifs. On voit cette culture émerger, donc je ne dis pas d'un point de vue politique, parce qu'on vient d'avoir des élections, qu'on est dans un contexte qui est favorable, mais on pourra se reprocher demain de ne pas avoir été à la hauteur des opportunités. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités, celle de faire vivre, pour ce qui nous concerne, le plan MMD à travers ces différentes mesures, mais on est dans un contexte, et ça a été évoqué à plusieurs reprises ce matin, où toutes nos questions éthiques sont des questions politiques. Et je pense que la cité a besoin qu'on lui dise quels sont ses questionnements, qu'on le restitue avec l'intelligence, et on va dire qu'il y a du possible, on peut. C'est notre dernière expression, yes we can. Je ne sais pas si vous voyez qui j'imite, mais en tous les cas, c'est notre grande ambition à l'espace éthique. Alors on prend une réaction, j'ai été bavard, mais ça fait partie de la spécialité maison, et ensuite je donne la parole à nos juristes. Oui, je voulais juste réagir du coup Catherine de Bravois, déjà citée à de multiples reprises. Je voulais juste réagir à ce que vous disiez, juste sur le fait que pour créer la réflexion éthique, enfin pour permettre la réflexion éthique au sein des structures, il me semble qu'il faut aussi avoir le droit à l'erreur et du coup pouvoir admettre qu'on a douté sur la manière dont on avait agi, qu'on s'est peut-être trompé sur ce qu'on avait fait, et que ça c'est beaucoup plus compliqué, je pense, à reconnaître quand, vu la hiérarchisation dont vous parliez, vu la judiciarisation dont vous parliez. Ça peut être très compliqué, du coup, de reconnaître ça pour un aide-soignant. Ça peut être plus compliqué d'évoquer en équipe l'incertitude sur la manière dont il a agi que quand on a une position hiérarchique peut-être plus élevée. Et voilà, enfin, je pense que c'est l'enjeu managérial qui va avec l'enjeu de la réflexion éthique pour permettre à la réflexion éthique d'être sincère et du coup d'avoir du sens au sein des structures. Une autre réaction ? Valérie Serraz, Marseille. Par rapport au domicile et à la notion d'équipe à domicile qui est très pluridisciplinaire, éclatée, qui dépend de différents services, il y a des libéraux, il y a des modes de financement pour chacun complètement différents. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à avoir cette démarche, parce que finalement on est autour d'une personne, comment on fait ces comités de réflexion éthique? Parce que j'entends bien qu'en maison de retraite, dans des SIAD, de façon très séparée, on peut le faire, mais pour ce concept qu'on a aujourd'hui, en fait, dont on se rend en fin de compte de cette équipe éclatée à domicile, qu'en est-il et est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Et qui en est responsable finalement? Valérie, une compagnonne de route de l'espace éthique depuis des années, ce que je te propose, c'est comme c'est une thématique qui va être abordée à l'université d'été, on note de t'inviter, parce qu'on va organiser, ça fait partie d'un atelier qui est consacré à cette question. Donc tu ne m'en veux pas, puisque de toute façon, nous poursuivons le dialogue depuis des années. Mais on reprendra la question avec les réponses, et tu viendras de Marseille jusqu'à Lyon avec plaisir. Je rappelle, c'est le 11 et le 12 septembre.